Imaginez, on vous propose d'acheter une œuvre d'art pour plusieurs millions d'euros. On vous dit que c'est un chef-d'œuvre révolutionnaire qui a changé l'histoire de l'art. Et là, on vous montre ça, un carré noir sur fond blanc. Non, c'est pas une blague, et d'ailleurs c'est même le nom de l'œuvre, Carré noir sur fond blanc. Et c'est sans doute la plus grande œuvre de Kazimir Malevich, du moins selon les minimalistes. Mais ça se dispute aussi avec celle-là, Carré noir. Oui, bon, faut pas les confondre. Et puis si vous aimez la diversité, il y a aussi Carré rouge, ou alors rond noir sur fond blanc. Ah, ça fait trop de couleurs pour vous? Pas de souci. Il s'est pas arrêté là. Laissez-moi vous présenter son œuvre sans doute la plus audacieuse, un carré blanc sur fond blanc en 1918. Et là, je vous vois déjà en train de froncer les sourcils. Et qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis venu pour apprendre à entreprendre et réaliser mes ambitions, et là, je me retrouve à regarder des peintures de carrés noirs sur fond blanc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Ok, laissez-moi vous expliquer pourquoi je m'intéresse au minimalisme. En 1980, quand tu rêves d'un ordinateur pour ton entreprise, tu penses à ça. Bon voilà, c'est le top de la technologie, la pièce entière est remplie par l'ordinateur tellement c'est puissant. Il y a des câbles partout. Et aujourd'hui, en 2025, ça ressemble plutôt à ça. Le plus épuré possible. Si on pouvait, on enlèverait même le clavier ou le trackpad. Mais alors, pourquoi? Qui a dit que vivre avec le moins de choses possible, c'était une bonne idée? Est-ce qu'on peut vraiment vivre avec juste 3 objets en notre possession? Est-ce que je devrais travailler seul dans mon entreprise et tout jeter sauf mon MacBook? Peut-être pas. Pour ça, il faut comprendre d'où vient le minimalisme. Parce que ces tableaux dont on vient de parler, si c'est les plus connus, c'est pas les premiers dans ce style. Le premier, peint par Bolbilo, remonte à 1882. Ouais, bon, je vais pas prononcer le nom, même à l'écran c'est censuré, donc... Au départ, c'était une caricature de Effet de neige à Giverny de Claude Monet. Est-ce que tout le courant minimaliste en art vient d'une blague borderline à la limite du racisme? Peut-être. En tout cas, attendez, j'ai une autre question plus intéressante pour vous. Pourquoi ils font ça? Pourquoi des artistes de renom se mettent à peindre d'un seul coup des tableaux d'une seule couleur sans aucune nuance? Ça, c'est une question intéressante. C'est parce que leur art, c'est pas juste des tableaux, c'est tout leur univers qui va avec. Quand on va chercher sur Google, on se retrouve avec ce genre d'explication. Le tableau ne renvoie à aucune autre réalité que la sienne. Malevich prévoit que la peinture va s'envoler dans un espace immatériel. Bon, c'est vrai que la première chose qu'on se dit quand on entend ça, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Mais est-ce que c'est si bête que ça? Parce que Malevich, le premier dont on a parlé, il y va à fond quoi. Il crée l'art suprématiste. En 1915, il veut montrer au monde que son art, c'est pas juste de peindre l'intérieur d'un cadre en une seule couleur pour avoir un tableau blanc. Il rejette complètement le monde physique pour se concentrer sur des compositions abstraites, qui expriment ses sensations à travers une quête spirituelle. En gros, selon lui, ce qu'il fait, c'est libérer l'art. Mais alors, quand t'es peintre, comment tu fais pour montrer ça? Comment tu fais pour montrer que toi, dans l'art, ce que tu cherches, c'est pas un monde rempli de couleurs, c'est un monde sans contraintes physiques? Eh bien, Malevich, déjà, il commence par aller au bout de sa quête de pureté artistique en proposant un tableau complètement blanc. Mais bon, ça on le savait, mais le plus important, c'est pas ça. C'est ce qu'il fait à l'exposition 0.10, de 1915 à 1916. Ce qu'il fait, c'est qu'il accroche ses toiles au plafond. Et puis là, même si on dirait pas, il vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Juste en faisant ça, il vient de dire au monde, la peinture, c'est pas juste mettre de l'aquarelle sur une toile. C'est là qu'on comprend ce qu'on disait au début. Leur art, c'est pas des tableaux, c'est tout leur univers qui va avec. En faisant ça, il vient de lancer le courant minimaliste en art. Bon, ok, alors le minimalisme, c'est quoi? Juste des tableaux blancs ou noirs accrochés n'importe où? Non. Pas forcément. C'est caractérisé par 3 composantes. 1. L'économie des moyens. Les œuvres sont réduites à leurs éléments essentiels, seulement des simples formes géométriques et un nombre de couleurs limité. C'est pour ça qu'on a souvent du monochrome. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire de l'illusionnisme, faire la peinture la plus réaliste possible, à s'y méprendre, ou de la narration. 2. La neutralité. Les œuvres ne doivent montrer ni d'émotion, ni d'expression personnelle. L'accent est mis sur l'interaction entre l'œuvre, l'espace et le spectateur. 3. La structure. On voit souvent des séries d'éléments identiques bien structurés avec des règles claires. En gros, c'est faire plus avec moins. Mais le mieux pour illustrer ça, c'est pas la peinture. Vous vous souvenez de Paul Bilot, celui qui a fait un tableau tout noir là au début? Et ben en faisant ça, il inspire son pote, Alphonse Allais, qui en a fait sa propre version déjà, et il en a même fait 7 en tout, chacun avec sa couleur et un jeu de mots qui fait office de titre. Comme par exemple, récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge. Entre parenthèses, effet d'aurore boréale. Mais c'est pas le seul truc que ça lui a inspiré, car il a aussi fait une musique, marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd. Tenez, je vous mets un extrait. Attendez, je vais même vous montrer la partition.
Bon, même si vous savez pas lire le solfège, vous remarquez bien que là, il va pas se passer grand chose. Ouais bon, ces deux-là, c'est vraiment des humoristes. Le but de leurs œuvres, c'est de faire rire. Mais il y a un autre compositeur qui a fait une musique similaire, et cette fois, c'est pas une blague. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est John Cage. Alors lui, il est beaucoup plus sérieux. Son œuvre la plus connue dure 4 minutes et 33 secondes. Et c'est important, hein, parce que 4 minutes 33, c'est aussi le nom de la musique. Un morceau pour le piano structuré en 3 mouvements principaux. Bon, je vais vous mettre un extrait, mais vous savez déjà ce qui va se passer, hein. Écoutez, il y a même un moment où il y a un mec qui tousse, il y a quelqu'un qui lui dit chut. Bref, toujours est-il qu'à la fin, le pianiste a terminé, il se lève et tout le monde l'applaudit. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Les gens, ils s'applaudissent vraiment pour rien là? Le mec, il a rien joué du tout? Bah oui, ils applaudissent, hein, mais pas pour rien. Pour comprendre ça, il faut revenir avant la création de la musique. Cage visite l'université d'Harvard pour une raison, la chambre insonorisée. Vous savez, ces salles pleines de mousse acoustique qui ne laissent passer aucun bruit. Ce à quoi il s'attend avant d'y aller, c'est le silence quoi, normal. Pourtant, il raconte « J'entendis 2 bruits, un aigu et un grave. Quand j'en ai discuté avec l'ingénieur responsable, il m'informa que le son aigu était celui de l'activité de mon système nerveux et que le grave était le sang qui circulait dans mon corps. Ça paraît rien, mais cette expérience change complètement sa vie. Car quel que soit là où il se trouve, même l'endroit le plus silencieux du monde, il y aura toujours un bruit. Il ne connaîtra jamais le silence. Jusqu'à ma mort, il y aura toujours du bruit. Et il continuera à me suivre même après. C'est comme ça qu'il a eu l'idée. Et aussi avec ses amis, comme Robert Rauschenberg, qui a lui aussi produit une série de peintures blanches. Il nous raconte que même si ces peintures ont l'air vides, en vérité, elles changent selon la luminosité de la pièce et l'ombre des personnes qui les regardent. Et 4 minutes 33, c'est pareil. C'est pas juste une musique sans aucune note. Elle est composée en direct par les spectateurs et les bruits qui l'entourent. Ce qu'il veut nous montrer, c'est l'absence de silence total, même lors d'une composition a priori complètement vide. Et oui, la personne qui dit chut à l'autre, d'un côté elle a tort parce que le fait qu'il tousse ça fait partie de la musique, et d'un autre côté elle a raison parce que du coup son chut est ajouté à la musique. C'est un peu un paradoxe, ouais, c'est marrant. Mais bon, évidemment, toutes les musiques minimalistes sont pas vides. C'est intéressant la première fois, mais ça va bien plus loin que ça. Le compositeur minimaliste le plus connu, c'est Steve Reich. Lui, il se base sur la répétition. Il prend un motif et il le met en boucle. Sauf que le twist, c'est qu'à chaque fois, son motif, il le décale. C'est particulier hein, et pas forcément accessible. Mais si vous aimez bien la musique contemporaine, foncez, allez écouter Musique pour 18 musiciens, ça représente parfaitement ce qu'on vient de dire. Mais le minimalisme, c'est pas juste un courant artistique, c'est une philosophie de vie. Le mode de vie minimaliste. Étonnamment, le courant philosophique qui se rapproche le plus du minimalisme, vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est le stoïcisme. On est en -334 et Zénon, un riche marchand chypriote, observe son navire chargé de précieux porphyre quitter le port de Kition. Le porphyre, c'est cette pierre violette volcanique très prisée, et ça représente toute sa fortune. Il a tout misé sur cette cargaison. Mais le destin en décide autrement. La mer Méditerranée engloutit le navire et sa cargaison. En quelques heures, Zénon perd tout. À 30 ans, il aurait pu sombrer dans le désespoir, mais ça ne mènerait à rien. Les événements n'auraient pas pu se passer autrement. Au lieu de ça, il entre dans une librairie, et c'est entre les rayons de papyrus qu'il découvre sa nouvelle vocation, la philosophie. C'est comme ça qu'il se met à l'étudier. Puis, il finit par fonder l'école stoïcienne qui devient l'une des 3 principales écoles philosophiques d'Athènes. C'est ça le stoïcisme, faire la différence entre ce qui est de notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas tout. Le stoïcisme, comme le minimalisme, on nous encourage à distinguer ce qui est véritablement nécessaire et ce qui est superflu. Les plus grands stoïciens, comme Épictète, enseignent déjà avant l'an 0 l'importance du détachement matériel. Et c'est comme ça qu'on a eu la fameuse citation de Socrate. Que de choses dont je n'ai pas besoin. C'est exactement cette stratégie qu'a appliqué Joshua Milburn. Il avait tout pour être heureux. Un salaire à 6 chiffres, une très grande carrière, une belle maison, des super voitures, le rêve américain. Mais tout bascule quand sa mère meurt. Au lieu de garder ses affaires, il décide de tout donner. Et cette décision change sa vie. Il organise alors une packing party. Le principe, il emballe toutes ses possessions dans des cartons comme s'il déménageait. Et pendant les semaines qui suivent, il ne déballe que ce dont il a vraiment besoin. Ce qu'il ne déballe pas, il le jette ou il le donne. Aujourd'hui, avec son ami Ryan, ils ont créé The Minimalists, un blog qui les fera devenir les références dans le mode de vie minimaliste. Pourtant, c'est loin d'être les premiers à prôner ce genre de philosophie. L'histoire que je
préfère, c'est celle de Dave Bruno. Un type normal, avec une famille normale qui s'est lancé dans un défi complètement fou. Vivre avec seulement 100 objets pendant 1 an. Personne n'y croyait. Tout le monde pensait qu'il allait craquer au bout de 2 semaines. Mais non seulement il a réussi, mais en plus il a découvert une leçon qui a changé sa vie. Il nous raconte que plus il se débarrasse d'objets, plus il se sent libre. Comme si chaque objet en moins lui enlevait un poids sur les épaules. Mais bon, tout le monde n'est pas aussi extrême. La plus connue, c'est Marie Kondo. Elle nous encourage à nous demander pour chaque objet, est-ce que ça me procure de la joie? Et des exemples, on en a plein, comme Sasaki Fumio. Ce gars, aujourd'hui, s'il veut déménager, il dit que ça lui prend 30 minutes pour ranger ses 200 objets. Et puis c'est assaisonnement compris. Lui, sa technique, c'est si face à un objet, j'hésite 5 fois à le juger indispensable, je le jette. Mais si cette philosophie s'applique au monde réel, elle peut aussi être appliquée à notre vie numérique. C'est ce que nous raconte Cal Newport dans son livre Digital Minimalism. Ce gars, toute sa vie est numérique. Il est carrément prof d'informatique. Pourtant, il nous encourage à nous éloigner de notre technologie. Pourquoi il fait ça? Ça part d'un constat simple. Il en avait marre que ses proches soient constamment sur leur smartphone lors des repas de famille. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, c'est que ça nous empêche d'avancer dans la vie. Car oui, c'est vrai, de plus en plus de personnes ont du mal à se concentrer. Et la cause, on la connaît et c'est pas une maladie. C'est une addiction. Une addiction à la dopamine. C'est la surstimulation. La dopamine, vous en avez forcément déjà entendu parler. Tous les médias et les youtubeurs en parlent. C'est l'hormone du plaisir. Mais voilà le problème. Avec les réseaux sociaux, on peut libérer une quantité absurde de dopamine juste en appuyant sur un bouton. Ça joue sur le système de récompense de notre cerveau qui va nous en demander encore et encore. À chaque pic, il en veut toujours plus. Et il vend notre seuil de satisfaction. Si bien qu'à terme, même les actions les plus simples de la vie quotidienne deviennent difficile. Car oui, si vous n'arrivez pas à rester concentré et atteindre vos objectifs, c'est parce que vous êtes fatigué. Pas physiquement, non, vous êtes fatigué en dopamine. Ce phénomène, c'est la dopamine fatigue. À force de stimulation facile et rapide, notre cerveau perd sa capacité à ressentir l'envie pour des projets plus ambitieux et long terme. J'en ai moi-même fait l'expérience. Pendant près de 10 ans, j'étais accro à YouTube. Et c'était vraiment une addiction qui me pourrissait la vie. Dès que je tentais d'arrêter, je me sentais mal. Il me fallait ma dose de YouTube. Et le travail, c'était un supplice, parce que ça me générait moins de dopamine que de regarder des vidéos. Alors qu'aujourd'hui, je me mets au travail sans difficulté. C'est même ma motivation première. Et d'ailleurs, maintenant, mon téléphone ne contient plus aucun réseau social. Mais alors pourquoi? Et c'est ça la clé. Parce que la seule manière de s'assurer qu'on avance vraiment sur nos objectifs, c'est que notre projet principal soit la chose qui nous procure le plus de dopamine tous les jours. Ok, comment on fait ça? Pour reprendre le contrôle, oubliez toutes les réductions progressives du temps d'écran. Non, il faut être radical. Éliminez tout ce qui ne nous fait pas avancer. Par exemple, Newport nous propose 30 jours sans divertissement. Fini les réseaux sociaux, fini la navigation web récréative, fini les jeux vidéo. On n'est pas seulement en train d'arrêter les réseaux, on est en train d'écraser notre ancienne personnalité pour nous créer une nouvelle identité qui n'aura même pas envie d'y aller. Bon, vous vous dites peut-être que 30 jours, ouais c'est long. Et si on commençait plutôt par 7 jours? Juste 7 jours pour reprendre le contrôle, arrêter de procrastiner et enfin réaliser vos projets. 7 jours pour explorer, non pas le monde extérieur, mais votre vraie vie à l'intérieur. Un défi basé sur le principe de la dopamine fatigue et le minimalisme optimisé. Mais attention, soyons clairs, c'est pas une solution miracle, ni un raccourci. Et c'est pas non plus pour ceux qui souhaitent rien faire et rester dans leur zone de confort. Non, c'est pour celles et ceux qui cherchent un changement profond, qui sont prêts à comprendre leurs mécanismes internes pour transformer leur vie et écrire leur propre histoire. Pour vous accompagner, je vous partage chaque jour par mail, donc pendant une semaine, les étapes concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie grâce aux principes qu'on a vus. Mais pas que, on va encore plus loin. Vous allez voir, ça va vous plaire. Bref, c'est des conseils pratiques, de la vraie valeur. C'est un cadeau gratuit, complètement gratuit, que vous faites à vous-même. Votre futur vous remerciera d'avoir commencé ce voyage. Donc allez-y, foncez tant que c'est dispo. Mais dans tout le cas, je peux vous le garantir, ce sera pas facile. Le plus grand obstacle, votre pire ennemi, la peur de manquer quelque chose, ou FOMO en anglais. C'est pour ça que d'autres méthodes un peu moins radicales sont utilisées, comme la technique des plages horaires. On définit des heures précises pour chaque action qui peut potentiellement nous divertir. Par exemple, consulter ses mails 2 fois par jour à 10h et 16h, ou alors vérifier ses réseaux sociaux tous les jours à la même heure à 18h par exemple. Mais bon, évidemment, comme à chaque fois, il y en a qui vont à l'extrême. C'est comme ça que sont nés les dumb phones. Oui, c'est bien ce que vous pensez.
pensez, c'est l'inverse d'un smartphone. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des messages, potentiellement avoir un GPS, un peu de musique, c'est tout. Rien d'autre, rien du tout. Pas d'App Store, pas de jeu, aucun divertissement. Mais bon, ce serait un peu se détourner de l'objectif. Car le but de faire tout ça, c'est pas de devenir un ermite, c'est de créer une relation équilibrée et consciente avec la technologie. Et si on se débarrassait de tout? Plus de musique, plus d'images, plus rien. J'ai découvert l'histoire de quelqu'un qui allait trop loin. Au nom du minimalisme, il a effacé sa vie. Les photos de son enfance, parties. Les dernières lettres de sa grand-mère, jetées. Les dessins maladroits mais précieux de ses enfants, disparus. Mais la vie n'est pas censée être vide. C'est une symphonie complexe. Votre bureau en désordre, c'est peut-être le signe d'un projet qui vous passionne. Votre salon transformé en champ de bataille, c'est une cabane construite par vos petits frères et sœurs. Vos vêtements éparpillés partout, c'est une trace d'une soirée mémorable. Et vous savez quoi? C'est parfait comme ça. Le vrai minimalisme n'est pas une cage. C'est pas une compétition de qui possédera le moins. C'est pas effacer qui vous êtes. C'est avoir le courage de choisir, de garder ce qui fait vibrer votre cœur, de protéger ce qui vous fait avancer, de chérir ce qui vous rend profondément heureux. Alors non, vous n'avez pas besoin d'être minimaliste à 100%. Vous avez besoin d'être vous-même à 100%.